Selon le CIS des Laurentides, les appels à la ligne InfoSocial 811 ont augmenté de 30 récemment. De plus, environ 400 personnes sont toujours en attente au guichet d'accès à la santé mentale. Nous nous sommes donc penchés sur la question de la santé mentale en temps de pandémie avec la psychiatre Louise Gendron. Madame Gendron, j'aimerais tout d'abord qu'on parle de ce qui se déroule chez les gens en temps de pandémie. Il y a eu la première vague de la COVID-19, on est dans la deuxième vague. Il y a des changements qui s'effectuent au niveau de l'anxiété chez les gens. On ne parle pas de toute la population, mais quand même, il faut mentionner, l'anxiété est quand même présente chez certaines personnes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cette deuxième vague qui arrive? Quel est le changement entre la première vague et la deuxième? On a beaucoup réfléchi à ça là, depuis qu'on s'est parlé. On a eu des discussions avec les gens autour de moi aussi, puis avec mon équipe de traitement en santé mentale jeunesse hier. Puis c'était intéressant d'avoir tous les points de vue, puis d'avoir toutes les réflexions, puis aussi de lire tous les articles qui paraissent dans les journaux, que ce soit des opinions de politiciens, de psychologues, de psychiatres qu'on peut lire partout. Et ce que ça m'amène comme réflexion, c'est comment est-ce qu'on réagit devant un danger comme humain. Puis il y a différentes façons de réagir. Puis c'est pas différent pour la pandémie que pour n'importe quelle autre sorte de danger. Il y a des gens qui vont faire face à un danger en essayant de voir, OK, à quoi est-ce que je fais face? Puis qu'est-ce que je peux faire pour surmonter ou pour aider la situation, pour passer à travers. Donc, ils ont une attitude d'attaquant, hein, d'attaquant positif, d'attaquant à dire, je suis capable de, moi, j'ai ma part à jouer, je sens que j'ai un certain contrôle et je vais jouer mon rôle, je vais participer à la bataille, entre guillemets, pour vaincre l'ennemi qui, là, est le virus, mais qui pourrait être des catastrophes quand il y a eu des inondations au printemps, dans toute situation de danger collectif, on a une réaction. Ça, c'est une des réactions. Une autre réaction, c'est d'avoir tellement peur qu'on n'est pas capable de se mettre en action puis de participer à l'action collective, puis qu'on se cache chez nous, puis qu'on ne veut pas bouger de là, puis qu'on ne veut pas sortir, puis qu'on se surprotège. Mais en faisant ça, on ne participe pas non plus au processus pour pouvoir faire face au danger. Mm-hmm. Puis il y a les gens qui, eux autres, toute cette incertitude, cette inquiétude-là ou le malaise autour de ça, c'est tellement gros qu'ils vont le nier. Ils vont dire non, c'est pas vrai, ça n'arrive pas. C'est sûrement pas si pire que ça, le monde exagère, c'est pas comme ça. Alors, de faire face à la crainte, aux possibilités de désastre ou à l'incertitude, à l'inconnu, ils vont se mettre en négation. Et de là, ça peut en rester là, dire juste, ben moi, je suis sceptique, je ne suis pas sûre que c'est vraiment vrai tout ce qu'ils me disent. Je prends ça avec un grain de sel, mais je suis les consignes quand même. Mais ça peut aller jusqu'au complot, jusqu'aux complotistes, où là, eux autres sont absolument certains. C'est comme ça devient une croyance parce que ne sont pas basés sur des faits. Mais la croyance que tout ça, c'est un bateau qu'on nous monte. C'est un mécanisme de défense qui va faire qu'ils sont dans une certitude et puis là, ils ne ressentent pas de danger. Ils n'ont pas d'inquiétude, ils n'ont pas de crainte. Ils sont convaincus que tout ça, c'est de la frime. L'être humain est une bête, en fait, une bête, je dis. L'être humain, oui. C'est comme un animal. On est aussi ancré beaucoup dans nos habitudes. Et là, en ce moment, on vit dans une grande incertitude. Donc ça a des effets chez l'humain. Oui. Fait que tu me demandais tantôt, première vague, deuxième vague. Notre système est fait pour répondre à des stress aigus. Il n'est pas fait pour répondre à des stress chroniques. Puis on est rendu dans du chronique. Et que ça devient... c'est là qu'il y a des risques de maladies physiques, de maladies mentales. Comme toute autre personne aussi, toute autre situation de stress chronique. Un couple qui vit de la violence, qui va mal et qui n'arrive pas à trouver de solution, puis que ça dure des années,
ça va avoir des effets sur leur santé physique, mentale. Quelqu'un qui vit avec une maladie physique, qui n'arrive pas non plus à en guérir assez rapidement, ça va avoir des effets, des problèmes au travail qui durent, qui perdurent, ça va avoir des effets. Les gens qui ont de la difficulté avec leur commerce, qui sont à risque de perdre leur commerce, que ça a des conséquences financières pour eux et que ça perdure, bien, là, ça devient dangereux pour la santé mentale et physique. Il y a eu également le retour en classe pour les jeunes au niveau donc primaire et les adolescents au niveau secondaire. Il y a certaines craintes de la part de ces enfants, de ces adolescents, mais il y a également une crainte au niveau des parents. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tout ce monde-là pour qu'ils puissent mieux vivre avec ça au quotidien, d'aller à l'école et aussi en tant que parent, quel est le rôle du parent dans ça? OK. Au printemps, ce qu'on a vu chez les enfants, il y a plusieurs enfants pour qui ça a été un soulagement de ne pas aller à l'école. Parce que les enfants anxieux là, que je vois à la clinique, souvent l'école, c'est une source d'anxiété. Fait que ça, parti, oups, ils se sentaient mieux. Les ados qui ont envie de voir leurs amis, pour eux autres, c'était une contrariété. C'est sûr qu'il y en a qui étaient anxieux aussi, puis il y en a qui ont bien vécu ça, mais ce qui ressortait, c'était ils étaient contrariés par tout ça. Là, on arrive en septembre, puis tout ce beau monde-là revient à l'école. Les anxieux, là, ça fait 8 mois, 6 mois, 8 mois qu'ils ne sont pas à l'école, ouf, la marche était haute pour eux autres de revenir à l'école. L'anxiété, là, est montée plus haut que ce qu'ils vivent habituellement à l'école. Il y en a d'autres qui, enfin, ils ont retrouvé un petit peu d'air frais, puis de pouvoir enfin revenir à l'école, sortir de la maison, puis voir leurs amis. Le contexte est particulier, parce que là, ils ont des bulles classe, puis qui doivent rester ensemble, puis ils ne peuvent pas aller jouer avec les enfants des autres bulles. Ça fait un effet un peu d'isolation de groupe. Il y en a qui le vivent très bien. Il y en a qui se sentent un peu étouffés par ça, qui auraient besoin de pouvoir s'en aller tout seul un petit peu sur la cour d'école, mais ils ne peuvent pas, il faut qu'ils restent avec leur groupe. Donc, plus les introvertis, les anxieux étouffent un peu dans d'être pris avec tant de monde pendant toute la journée, aussi collés les uns sur les autres. Puis, il y a les profs aussi qui sont inquiets et les parents qui sont inquiets. Puis, les enfants, que ce soit enfants, ados, on est plus influencés par nos profs et nos parents que par ce qu'on regarde à la télé ou par ce qu'on peut lire dans les journaux au niveau des nouvelles. Fait que la façon dont les parents vivent cette crise-là, la façon dont les profs le vivent, il y a des profs qui le vivent comme un beau défi, puis c'est pour eux autres une occasion de développer leur créativité, leur imagination, puis de rendre la situation on va faire avec, puis on va essayer d'être bien malgré la situation. Je pense que ces élèves-là vont être bien à l'école. Mais les profs qui eux-mêmes ont de la difficulté, qui sont vraiment anxieux par rapport à ce qui se passe ou qui n'y croient pas, donc ils se sentent en contradiction avec les consignes qu'ils doivent suivre, ça doit paraître en quelque part. J'ai un jeune qui disait, moi, mon prof écrit tout le temps. Il n'était pas comme ça l'année passée. Puis là, il écrit tout le temps. Ah, touche pas à ça. Ah non, non, fais pas ça. Touche pas à ça. Va l'essuyer. Très inquiet, le prof, au niveau de la contamination. Puis ça se transmet sur ses élèves. Donc, mon message, c'est qu'il faut chacun individuellement prendre soin de notre façon de composer avec la situation. Parce que notre façon de composer avec la situation
va influencer ceux qui nous entourent, nos enfants, nos élèves, nos collègues, notre famille. Fait que c'est important qu'on se serre les coudes puis qu'on s'entraide. Au quotidien, en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour gérer mieux son stress, se sentir mieux? Ne pas s'isoler, trouver des façons, ceux qui sont en famille. J'aimais bien hier, il y avait un collègue qui me disait depuis qu'on peut moins sortir, qu'on ne peut plus voir nos amis ou notre famille, on dirait qu'on se voit plus entre nous dans la maison. Alors ça, c'est intéressant. Il disait qu'avant, on voit des amis, on se prépare à aller voir nos amis, on appelle nos amis. Puis pendant ce temps-là, on est tout le monde partout éparpillé ailleurs, on n'est pas ensemble comme famille. Maintenant qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas aller voir les amis, la famille, bien là, c'est comme si on se retrouve tout le monde dans le salon. Ah ben, face à face. Fait qu'on se retrouve entre nous. Donc, il y a quelque chose de positif là-dedans. Mm-hmm. Il faut chercher les petites choses positives parce qu'il y a trop de négatifs. Là, les gens qui perdent leur commerce, les gens qui en meurent, qui perdent leurs proches, tout ça, là, c'est réel. Mais pour survivre à une situation épouvantable, comme dans les camps de concentration, c'est qu'il faut se concentrer sur les petites choses positives. Alors, un des aspects positifs, c'est de se retrouver plus ensemble à l'intérieur de la maison et d'avoir des activités en commun, puis de se faire des projets, puis de faire des choses qu'on ne faisait pas d'habitude parce qu'on n'avait jamais le temps, on était toujours à l'extérieur. Là, on est dedans, on est dans la maison. Bien, faisons des choses qu'on peut faire dans la maison. On peut apprendre aussi, profiter de ce temps-là pour apprendre. Pour les personnes qui sont seules, qui vivent seules, qui n'ont pas d'enfants, pas de parents, qui ont des amis, mais les amis, eux autres aussi, sont isolés, là, l'Internet peut être intéressant. De ne pas s'isoler, puis de faire on voit là des clubs de vino à 5-6 heures le soir sur Zoom. Ils se font des parties sur Zoom, des parties de fête sur Zoom, avec des jeux de société qui se font en ligne avec les membres de leur famille ou leurs amis. Une jeune que je connais, 20 ans, qu'elle a fait son party de fête sur Zoom. Écoute, ça a duré de 8 heures le soir à 3 heures du matin. Mm. Puis avec du plaisir, puis en jouant toutes sortes de jeux. Fait qu'il faut découvrir d'autres modes de communication, d'autres modes de pouvoir être ensemble. Je pense que ça en fait partie de prendre soin de soi, peut-être aller marcher, faire quand même de l'activité physique, ça c'est très important, s'oxygéner. Oui, il y a des choses, on peut sortir, aller marcher, comme tu dis, aller dans la nature, prendre du temps pour l'observation de la nature. Il y a quelque chose de réconfortant à regarder la nature et à dire, la nature, les arbres, là, ils s'en fichent là, de ce virus-là. Eux autres, là, continuent leur vie, puis de se connecter aussi à ce qu'il y a en dehors du virus. Comment est-ce que vous pensez que les gens vont se sortir de la pandémie? Est-ce que ça va les avoir donc changé? Comment est-ce qu'ils vont sortir de cette crise, de cette pandémie? Je pense que si je reprends mes 3 groupes caricaturés là, de personnes, il y en a qui vont rester avec plus de crainte. Il y en a qui vont s'en sortir sans effet secondaire, on pourrait dire, sans conséquences. Puis il y en a qui vont se sortir en étant encore plus sceptiques et plus méfiants de tout le monde, des gouvernements, de la science. Actuellement, il n'y a personne pour nous rassurer parce que, puis ça, on se tourne vers des experts. Dites-nous qu'est-ce qu'il y en est. Mais les experts, ils ne savent pas non plus. Ils sont en train d'apprendre, ils sont en recherche. Alors qu'on se mette, nous aussi, peut-être en position d'apprendre. Ça aussi, c'est ressorti dans les discussions avec l'entourage et les collègues, que c'est une
occasion d'apprendre sur soi, d'apprendre sur la société, d'apprendre sur la science aussi. Que la science n'a pas réponse à tout immédiatement. Il faut du temps, il faut de l'observation, il faut de la recherche. Et puis apprendre que la vérité, là, noir ou blanc, ça n'existe pas. Il va y avoir des nuances. Puis il faut vivre avec ça. Apprendre à vivre avec ça. Puis apprendre à vivre avec ça en ce moment, ça va être un plus pour tout le temps. Parce que dans notre vie est toujours changement. On oublie, on est porté à oublier que la vie avance, qu'on vieillit, qu'il va y avoir des obstacles, puis il va y avoir de la maladie, il va y avoir des malheurs. La vie est faite de belles surprises, puis de moins bonnes surprises aussi. Alors, d'apprendre à vivre avec l'incertitude, c'est une richesse. Ça va nous rester, ça. Cet apprentissage-là va nous rester, puis va nous aider à faire face à tout ce qui peut nous arriver dans la vie, dans le futur.